Avant de commencer cet épisode, je tenais à m'excuser pour la qualité audio qui est un petit peu inférieure à celle de d'habitude. J'ai eu un petit souci de micro à la moitié de l'épisode, donc j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Vous allez voir, c'est quand même audible et je voulais vraiment vous présenter cet épisode parce que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. C'est une plongée dans le monde professionnel du football en particulier, mais surtout du sport professionnel. J'ai eu la chance de discuter avec David qui est avocat sportif et c'est plutôt rare d'avoir des insights de cette qualité-là, donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous proposer cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Un grand merci à David et au cabinet juridique Jurisquad de m'avoir accueilli pour cet épisode. D'ailleurs, si vous êtes dans la région de Libourne, Bordeaux et que vous avez besoin éventuellement de conseils, il n'y a pas que du sportif. Vous allez voir que le Jurisquad, c'est un petit peu le cabinet des Avengers de la justice. Mais vous découvrirez tout ça dans l'épisode. Place au trailer. Je le rencontre au quotidien, des sportifs qui parfois ont des rémunérations très importantes et quand ils viennent vous voir et qu'ils ont une difficulté, on se demande comment ils n'ont pas décidé de faire appel avant à l'avocat. C'est quoi ton avis du coup toi sur la rémunération des footballeurs ou des sportifs en général? Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être avocat, beaucoup plus facile d'être médecin que d'être sportif professionnel. Dans le sport, il n'y a pas plus affûté qu'eux. En revanche, dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Un joueur pour lequel le club qui l'a formé n'aurait jamais misé sur lui. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1. Il faut toujours croire en soi. Est-ce que tu as une petite anecdote sur, je sais pas, un transfert, un joueur, un petit truc qui t'est arrivé? Un truc fou où j'ai failli me faire baiser. Ah ouais? On me met en relation avec... J'ai une grosse annonce à vous faire. J'ai aidé des amis créateurs à lancer leur podcast et maintenant je souhaiterais ouvrir ce service. Donc si vous êtes coach, athlète ou juste créateur de contenu et que vous souhaitez démarrer votre podcast ou que vous avez déjà un podcast et que vous souhaitez le faire croître ou même le monétiser, j'ouvre mon service de consulting. Vous pouvez réserver dorénavant un appel gratuit avec moi de 15 minutes. C'est le premier lien en description. Il y a aussi une vidéo secrète que j'ai faite dans laquelle je donne mes 5 conseils pour créer un podcast qui se démarque de la concurrence. Ça aussi c'est gratuit, c'est le premier lien en description. Que vous souhaitiez partager votre passion ou faire grossir votre business, j'ai hâte de vous aider à faire décoller votre podcast. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Gymkey, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updatée de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Gymkey. Oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics. C'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé. Il y a des tutoriels à chaque étape. Comme ça, vous n'êtes pas perdu même si vous êtes un boulet avec la technologie, pas de problème. Et chez Gymkey, parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé, en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description, vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement. Je répète, moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuits en passant par le lien en description chez Gymkey. Merci à Gymkey de sponsoriser le podcast. Place à l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis chez David. Merci beaucoup de me recevoir dans ton magnifique cabinet. Avec plaisir, Hugo, je t'en prie. Corrige-moi du coup pour la bonne terminologie de ton métier. Donc, je suis avocat. Et alors, est-ce qu'on a le droit de dire agent de sport? Alors non, effectivement, je suis avocat, également avocat mandataire sportif. D'accord, ok. Le rôle de l'avocat qui intervient au soutien des intérêts des sportifs, quels qu'ils soient, quel que soit leur sport. Donc là, tu m'as sorti le jargon un petit peu du métier. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce métier-là, à quoi ça consiste? Alors c'est simplement, c'est une évolution du métier d'avocat. Parce qu'effectivement, tout le monde le sait, les éléments principaux du métier d'avocat, c'est de défendre son client, effectivement, dans tout temps. Et quelle que soit l'identité du client, qu'il soit sportif ou non, le client est là pour pouvoir le défendre dans toutes les problématiques qu'il peut avoir. La particularité de l'avocat mandataire sportif, en fait, c'est une terminologie qui existe depuis 2011. C'était un peu une volonté de pouvoir développer le métier d'avocat dans des sphères où il n'avait pas forcément l'habitude d'intervenir, ou alors il y avait intervention, mais sans que ce soit forcément bonifié. Ça a été le cas en matière des sportifs, pareil tout ce qui est artiste, que ce soit des musiciens, des acteurs. Même chose dans le cadre de la médiation, dans le cadre de l'activité propre à ce qui est agent immobilier. En fait, on a proposé à l'avocat d'intervenir. Donc, il y a l'avocat mandataire sportif, l'avocat mandataire d'artiste, l'avocat mandataire immobilier. Et l'avocat mandataire sportif, en réalité, il est là pour pouvoir intervenir
dans la défense des intérêts d'une des parties à la conclusion d'un contrat de sportif rémunéré. C'est-à-dire qu'il peut intervenir soit pour le sportif, soit pour le club. D'accord. On va rentrer un petit peu dans... Alors, donc là, tu as sorti beaucoup de termes, je pense que les gens ne sont pas familiers. Non, bien sûr. On va rentrer un petit peu dans le quotidien de ce à quoi ça ressemble, parce que les gens, quand ils disent avocat, je pense qu'ils voient la personne qui plaide à toi. Et c'est comme ça. C'est aux euros de Félix, l'accueil aussi, c'est ça qu'elle a dit. Mais avant ça, je tenais... Alors, c'est pour ça que j'ai voulu te recevoir, c'est parce que moi, ce qui me tenait à cœur aussi dans ce podcast, c'est de mettre en avant aussi des métiers du sport. Donc, et de montrer qu'on peut travailler dans l'industrie du sport sans forcément être sportif soi-même, ou enfin, en tout cas, athlète ou coach. Donc, déjà, comment toi, tu t'es retrouvé dans ce métier? C'est quoi un petit peu ton parcours, trop peut-être scolaire, mais quels échecs tu as suivi pour devenir avocat sportif? Tout à fait. Alors, tu as raison, il y a la passion du sport au départ. Ok. La passion du sport au départ, plus particulièrement pour moi, la passion du football. Mais avec une lucidité évidente au plus jeune âge, de me rendre compte que ce n'était qu'un doux rêve quand tu es, on va quand même rentrer dans le scolaire, mais quand tu es en CM1 ou CM2 et on te demande le premier jour de ton inscription dans l'année scolaire, quel est le métier que tu veux faire plus tard, on était tous à marquer footballeur professionnel. Et puis déjà très jeune, je me suis rendu compte que c'était ça pour moi. Je n'avais pas les qualités, les compétences physiques. Et donc je m'étais demandé comment pouvoir intervenir auprès des sportifs qui me font rêver. Et petit à petit, effectivement, je voyais qu'il y avait tout un environnement professionnel autour de ces sportifs qui était là pour les accompagner et pour leur permettre d'être un facilitateur et leur permettre de pouvoir les défendre au mieux. Et c'est en réalité dans ce cadre-là que j'ai voulu m'intéresser à des activités qui permettraient d'intervenir auprès des sportifs. Quelles études? Quel parcours? Alors en fait, parcours scolaire classique jusqu'à la terminale. Ensuite, je suis parti en faculté de droit. Car, comme tu le disais, j'ai voulu voir quel métier c'était le droit, moi, qui m'intéressait, de pouvoir essayer de défendre et d'apporter une plus-value auprès des sportifs dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, quel métier pourrait me permettre d'apporter cette plus-value aux sportifs? Et au fur et à mesure des années de droit, il m'est apparu évident qu'en réalité, c'était le métier d'avocat que je voulais pouvoir faire. Le métier qui, pour moi, me permettait, de la manière la plus absolue et la plus importante, de pouvoir le défendre, car j'ai commencé par là tout à l'heure dans ces propos-là, c'est l'essence même de ce métier-là. Et donc, mais en réalité, on arrive très rapidement à 8 ans d'études, comptant l'école des avocats, le concours d'entrée, des études longues, mais des études qui valent la peine et qui permettent de se sentir accompli quand on intervient comme on le souhaite. J'ai peut-être posé une question un peu stupide, mais comme je te disais tout à l'heure, et je pense aussi beaucoup de gens, peut-être qui me suivent, sont familiers avec... Moi, j'ai fait une école de commerce, et pour se reprendre un petit peu dans la situation, le cursus, c'était le management du sport. Donc, en quoi c'est différent d'avocat sportif, peut-être du manager d'histoire? C'est quoi les deux? Alors, effectivement, la question est très intéressante. Il peut y avoir pas mal de complémentarité entre les deux formations. Moi, mon activité véritablement, alors c'est de la négociation. Tu me diras qu'effectivement, quelqu'un qui fait du management est en mesure aussi de négocier, mais il y a une négociation qui nécessite effectivement de nombreux paramètres juridiques. Aujourd'hui, le sport, et les sportifs qui te regardent le savent, aujourd'hui, les lois se sont développées de manière très importante. Le sport, en tant que tel, n'est plus aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Les enjeux financiers en fonction des sports sont aussi très importants. Et de ce fait, il y a une législation très importante à pouvoir respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et tout le monde n'est pas en mesure de maîtriser l'ensemble de ces dispositions qui sont pourtant obligatoires. Et quand on négocie le contrat d'un sportif, évidemment, des techniques contractuelles que l'on apprend et qui sont importantes. Mais au-delà de ça, il faut s'assurer effectivement de la régularité de l'ensemble de l'opération qui est envisagée. Moi, dans le cadre de mon activité, avec des gens qui n'avaient pas de compétences poussées en droit, j'ai pu effectivement me rendre compte que parfois, il était fait faire aux sportifs un peu n'importe quoi. Et le sportif, lui, qui fait confiance en mandatant quelqu'un pour pouvoir intervenir pour lui, il est important qu'il ait la certitude de la compétence et de la crédibilité de la personne qui parlera en son nom pour son. Toi, comme tu l'as dit, tu veilles à l'intérêt du sportif. Ce qu'on entend souvent chez les sportifs de très haut niveau, c'est quand ils sont petits, en fait, ils sont très vite portés au sport-études, arrachés à leur cocon familial, ils ont que l'entraînement. Au final, tu vas peut-être pas forcément plus que ça à l'école, et très vite, tu te retrouves
à proposer des sommes exorbitantes, que ce soit les sponsors, des contrats, même ton propre club te paye. Quelle relation toi tu as avec les sportifs? Est-ce que tu as travaillé avec des sportifs plutôt jeunes? Et comment toi tu les rassures et comment tu peux les accompagner? Parce que j'imagine que, alors, peut-être que je vais un peu long, mais tu le représentes un petit peu aussi, peut-être un peu plus qu'un avocat ou peut-être pour le coup le manager, peut-être un peu une figure aussi paternelle chez qui quelqu'un t'a confiance, parce que je me dis, un jeune sportif de 18 ans, tu peux pas forcément te retourner vers tes parents. Alors on a aussi beaucoup de sportifs maintenant qui sont aussi encadrés par leurs parents. Peut-être que tu peux me dire c'est bonne ou peut-être une mauvaise chose, parce que être parent c'est une chose, être manager ou avocat c'en est une autre. C'est pas parce que effectivement tu as les intérêts de ton enfant à cœur que tu vas être compétent dans le domaine de la négociation. Mais comment toi tu gères cet accompagnement avec les plus jeunes? C'est une question très pertinente que tu poses, car effectivement, c'est un sujet et un point relativement sensible. Alors, et j'interviens très régulièrement pour des jeunes sportifs aussi, sportifs qui sont en phase de devenir professionnels dans le sport. Alors moi, je vais surtout pouvoir te parler du milieu du football, j'exerce de manière habituelle. Parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Le football, Ça plaît toujours. mais bien sûr, oui, avec la question que tu me poses, effectivement, on voit les dérives qu'il peut y avoir notamment dans ce sport-là, où aujourd'hui, la vraie difficulté dans ce sport et dans cette activité-là, c'est que beaucoup de parents, en entendant ce qu'il se passe dans les médias, en parlant toujours des plus beaux contrats, en parlant des contrats pharaoniques que ce sport peut offrir, les parents ont parfois malheureusement l'impression d'avoir un ticket du loto dans la poche, de par le lien qu'ils peuvent avoir avec leur enfant. Effectivement, c'est une vraie difficulté. Parce que des parents, c'est évidemment très important. Un enfant ne peut véritablement se construire qu'avec l'appui de ses parents. On a besoin aussi des deux. Et dans ces cas-là, il est important que les parents jouent leur vrai rôle de parents et restent sans doute dans leur seul rôle de parents. L'accompagnement qu'ils peuvent faire est évidemment très important. Moi, il m'arrive, et c'est toujours le cas pour des jeunes sportifs qui sont encore mineurs. Évidemment, ce sont les parents qui me contactent. Donc déjà, la première démarche qui est faite par les parents, qui savent que leur fils est effectivement en mesure de devenir professionnel et qu'il y a des caractéristiques physiques qui sont indéniables et qui sont au-dessus. En tout cas, tous les parents qui m'ont contacté, depuis plusieurs années auparavant, dans les centres de formation, on leur explique que leur fils a quelque chose, que leur fils est au-dessus de la catégorie d'âge dans laquelle ils interviennent, et à un moment donné, effectivement, ils prennent la peine de s'entourer de quelqu'un qui sera là pour évidemment les orienter, les aiguiller, parce que pour la plupart du temps, soit on est avec des parents qui connaissent la pratique sportive, mais qui n'ont pour autant pas les us et les coutumes, qui n'ont pas le relationnel nécessaire et qui n'ont pas les compétences pour pouvoir véritablement intervenir pour leur enfant, soit avec des gens qui sont totalement hors du sport et qui effectivement ont besoin de quelqu'un de spécialisé dans ce domaine-là pour pouvoir intervenir. Le rôle des parents, je te l'ai dit, est très très important, il est primordial, mais effectivement, c'est dans ces cas-là que l'avocat a toute sa valeur et toute sa plus-value pour pouvoir intervenir. Le choix que font les parents de mandater un avocat n'est pas anodin. Moi, à chaque fois, effectivement, pour eux, leur discours était très clair. Ils préféraient que ce soit un avocat plutôt qu'un agent sportif, pour la bonne et simple raison, c'est que l'avocat, il le mandate directement, et c'est leur avocat, c'est l'avocat de la famille, c'est l'avocat du sportif, et il est là que pour une chose, assurer la négociation dans l'intérêt du sportif. Parfois, et on a pu l'entendre, effectivement, quand un joueur s'engage avec un agent, il signe avec l'agent, mais il se pose toujours la difficulté des relations de l'agent avec le joueur, et on ne sait jamais véritablement si c'est l'intérêt du joueur ou du club avec lequel on a l'habitude de travailler qui est privilégié. Parce que, alors, je ne sais pas jusqu'à quel point tu me parles de système de rémunération, mais j'imagine que si toi, tu as des honoraires qui sont fixes et peut-être certains pourcentages sur des contrats, tu as peut-être moins d'intérêt à te privilégier qu'un agent potentiellement qui, je sais, alors, c'est ce qu'on voit dans les films, dans les trucs, du fameux 10% de tout ce que l'athlète gagne. Si je me dis que la rémunération, c'est 10% de tout ce que l'athlète gagne, peut-être que tu vas aller proposer des contrats ou des marques ou des sponsors qui ne sont pas forcément dans l'intérêt du sportif, tout ça pour augmenter. En tout cas, tu as des intérêts à dévier un petit peu plutôt que quelqu'un qui, si ta rémunération est juste liée à tes honoraires et tu n'as pas forcément d'intérêt à aller proposer des contrats ou des marques à ton client. Donc, mais avant qu'on rentre là-dedans, toi, pour quel type de sportif? Donc, tu as le foot, mais est-ce que tu as d'autres athlètes de sport? Est-ce qu'en fonction des sports, ça différencie ton métier? Ouais, alors,
Moi, la plus-value que je peux véritablement apporter dans le sport, elle est évidente en matière de football, parce que le football, comme je te le disais tout à l'heure, c'est ma passion depuis toujours. Quand on est passionné par quelque chose, on s'y implique totalement, et c'est mon cas. Dans le milieu du football, je connais des intervenants, j'ai beaucoup de relations avec de nombreux joueurs, que ce soit mes clients ou non, parce qu'effectivement, c'est un petit milieu. J'ai rencontré pas mal de footballeurs professionnels par le biais de mes clients. Il y a l'organisation de ta photo au bureau, on peut pas dire. Ouais, c'est plutôt embêtant, mais effectivement. Oh, vous les connaissez en tout cas. Soit dire ce sont que les internationaux, les internationaux de football qui jouent dans des grands clubs européens. Vous les connaissez tous. Effectivement, pour revenir à ta question, j'ai oublié. Est-ce que ça change ton métier change en fonction des styles que tu as? Donc, oui, moi j'interviens spécifiquement dans le football avec la plus-value dont je t'ai parlé tout à l'heure, car comme dans tout sport dans lequel on est passionné, on s'investit pleinement, et dans ce sport-là, je connais tous les intervenants, que ce soit les joueurs, beaucoup de joueurs en tout cas, que ce soit les entraîneurs. Il est important de pouvoir avoir aussi une dynamique vis-à-vis des entraîneurs qui sont là pour manager les sportifs avec lesquels tu travailles. Les directeurs sportifs, les présidents, c'est effectivement un relationnel qui est naturel. Quand tu accompagnes ton sportif, évidemment, tu croises l'ensemble de ces gens-là, que ce soit au centre d'entraînement des clubs dans lesquels ils évoluent, que ce soit au stade, en tribune présidentielle, dans les loges. C'est un tout, effectivement. C'est cette plus-value qui permet aux sportifs de savoir qu'en plus d'être parfaitement défendu et d'être uniquement défendu vis-à-vis du club, qu'effectivement, tu es au fait de l'ensemble des intervenants qui sont en mesure de pouvoir interagir avec eux. Donc ça, c'est très important. Dans les autres sports, je n'ai pas ce relationnel, je n'ai pas cette plus-value. Alors effectivement, s'il est question de négociation, il n'y a pas de difficulté, mais je ne suis pas en mesure d'apporter cette plus-value. En revanche, le sport est quand même un petit milieu, et c'est ce qui fait la force, à mon avis, des avocats qui interviennent auprès des sportifs, et qui comprennent surtout toutes les problématiques qui sont liées aux sportifs. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas inné. Un sportif, il a une carrière qui est évidemment courte. L'avocat ou la personne qui est là pour intervenir avec lui se doit d'être d'autant plus prévoyant, d'autant plus rapide dans la gestion des différents litiges ou des différentes difficultés que porte le sportif. Il faut que ça aille aussi vite que sa carrière. Et c'est la raison pour laquelle nous, avocats, et c'est le cas avec mes associés du cabinet dans lequel je suis, le cabinet JurisSquad, où on a une équipe, on a une sorte de couteau suisse du droit. C'est les Avengers du droit. C'est quand même bon. Où on est en mesure de pouvoir intervenir aussi et surtout dans l'intérêt du sportif sur toute la sphère qui est extra-sportive. Le sportif a besoin d'être parfaitement concentré sur ce qu'il sait faire. Le terrain, et il est logique qu'effectivement, dans toutes les sphères, parfois de la vie privée, sa vie personnelle, tout à l'heure tu l'as dit, les sportifs sont très jeunes en centre de formation, très jeunes, parfois loin de la vie réelle, et ne sont pas forcément prêts à affronter la vie de tous les jours. Dans le sport, il n'y a pas plus affecté qu'eux. En revanche, dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué, et dans le cadre du cabinet dans lequel je suis, effectivement, moi, je peux intervenir sur la partie sportive, et dans la partie extra-sportive, on est 4 à intervenir avec des domaines du droit qui sont complémentaires et qui permettent aux sportifs, au vu de la confiance que l'on peut avoir, d'intervenir pour lui dans tous les problèmes qu'il pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours. Et pour des sportifs professionnels, des problèmes locatifs, des problèmes de gestion de société, des problèmes en droit du travail avec des salariés qu'ils peuvent avoir dans des activités commerciales annexes, des problèmes en droit du travail dans l'activité sportive qu'ils peuvent avoir. Extra-sportif. Aussi, effectivement, avec le droit pénal et avec Philippe qui s'en occupe, tous les domaines dans lesquels il y a matière à intervenir et dans lesquels le droit intervient, nous avons créé cette structure pour pouvoir effectivement répondre avec rapidité et avec compétence à toutes ces difficultés. Il est important, et je le répète et je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi, de savoir s'entourer et de faire la démarche. Et je le rencontre au quotidien, des sportifs qui parfois ont des rémunérations très importantes, qui peuvent paraître parfaitement structurés, et quand ils viennent vous voir et qu'ils ont une difficulté, on se demande comment ils n'ont pas décidé de faire appel avant à l'avocat pour sécuriser l'opération qui était envisagée. C'est très important, et parfois un conseil, ça ne coûte pas très cher, mais ça peut véritablement sécuriser toute une opération qui peut, en revanche, être très difficile pour la suite. Est-ce que la plupart du temps, c'est toi qui... c'est les sportifs qui te démarchent ou les parents qui te démarchent, ou c'est toi aussi parfois qui va
il y a les deux possibilités. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les parents de sportifs ou les sportifs directement qui me contactent et qui viennent directement à moi. Et c'est une véritable chance et ça me permet véritablement de pouvoir être certain, si j'accepte d'intervenir dans l'intérêt du sportif, de pouvoir lui apporter une plus-value. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, effectivement, d'expliquer au joueur que compte tenu de sa situation, compte tenu de ce qu'il souhaitait, que je n'étais pas l'homme de la situation et qu'effectivement, il n'y avait pas d'intérêt que j'intervienne pour lui, qu'il valait mieux qu'il aille voir telle ou telle personne ou qu'il fasse un autre choix. Mais aujourd'hui, c'est une vraie force et c'est un plaisir d'avoir les sportifs qui te contactent directement. D'autant que, je te le disais aussi tout à l'heure, le sport est un petit milieu, tout le monde se connaît. Quand les sportifs sont contents, les sportifs se recommandent, se donnent le mot et c'est comme ça qu'effectivement, quand il y a une difficulté, et je reviens également dessus, que ce soit sportif ou extra-sportif, tu reçois un numéro que tu ne connais pas, parfois de l'étranger, effectivement, c'est un footballeur qui a un problème, qui a entendu parler de toi par telle personne et qui te demande de pouvoir gérer sa difficulté. Et c'est grâce à de bons résultats que ton nom circule et te permet d'intervenir pour eux. Vous avez anticipé la prochaine question que j'allais te poser, c'était du coup, comment tu le fais? Parce que j'imagine que c'est un peu comme les coachs, les préparateurs physiques. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui veulent être préparateurs physiques et en tête, c'est putain, je vais être préparateur physique, je vais être le préparateur physique de LeBron James, tu vois, par exemple. Et au final, la réalité, c'est que tu te retrouves à être préparateur physique. Si tu as de la chance, même d'un sportif de Ligue 2 ou exactement, même pas d'offense si vous êtes sportif de Ligue 2, mais on dirait c'est très très loin de la réalité, ou même tu finis par même pas être préparateur physique et juste coach dans un sport comme un basic fit à côté, tu vois. Donc, qu'est-ce qui fait, comment tu arrives à avoir des athlètes, j'allais dire de haut niveau, pas forcément de haut niveau, mais aussi célèbres, quoi, par rapport à un avocat qui aurait des athlètes un peu moins connus. Qu'est-ce qui fait cette différence? La différence, elle est claire. Je pense que tout tient déjà au premier point à la passion qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est que pour pouvoir exercer dans cette activité, parce que sur le principe, en réalité, tout avocat pourrait se dire je souhaite être avocat mandataire sportif, intervenir pour des sportifs professionnels. Les agents sportifs, c'est exactement la même chose. On parlait des artistes, c'est exactement le même problème. Il faut que ces sportifs décident de te confier la défense de leurs intérêts, donc te fassent confiance. Donc c'est l'élément qui est effectivement le plus compliqué. C'est ce lien-là qui te permet effectivement de commencer à avoir tes premiers clients. Moi, ça s'est fait de cette façon-là, où certains des premiers clients, qui n'étaient évidemment pas des joueurs internationaux, qui étaient des joueurs amateurs, j'ai parfaitement en tête le premier client avec lequel j'ai exercé cette activité d'avocat mandataire sportif. C'était un joueur amateur qui jouait dans un club professionnel, mais qui n'était pas amateur, qui n'était pas professionnel lui, mais qui évoluait dans la section amateur, au sein de l'équipe réserve. On ne pas citer le club, c'était le Stade Brestois, première évolué à l'époque en Ligue 2. Le joueur était dans l'équipe... J'ai parlé de la Ligue 2. Exactement. Non, effectivement, le joueur, lui, n'avait jamais évolué avec l'équipe professionnelle qui, elle, était en Ligue 2. Il évoluait qu'avec l'équipe réserve et encore de manière très sporadique. C'était un club où moi, j'avais déjà pas mal de vues et je trouvais qu'il était un bon joueur. J'avais repéré ce joueur-là, sur lequel personne n'aurait, pour parler vulgairement, parié un centime sur lui. Les qualités étaient pour moi indéniables. Pour certains de ses entraîneurs aussi, pour d'autres, pas du tout. Et effectivement, alors que son club ne souhaitait pas le renouveler, je savais qu'on recherchait un gardien à l'époque pour avoir un contrat amateur, mais dans une autre équipe professionnelle, et que ça aurait pu lui permettre de devenir numéro 3 de l'équipe première. Tu vois, on est loin du haut niveau, à ce moment-là, on est loin de l'équipe de France. Et effectivement, ça a matché. Un essai, plusieurs joueurs en concurrence au poste, c'était un essai. Ce mec, il y avait peut-être le 4e gardien du PSG à l'époque, un gardien de Tours, quand Tours était encore en Ligue 2, un gardien de Saint-Etienne, et puis ce joueur-là, l'essai a duré une journée, le joueur a fait l'essai qu'il fallait, il a toutes ses compétences, il a été retenu, et c'est là où la magie commence à un peu opérer, alors qu'on devait, c'était les bases, signer un contrat amateur en tant que 3e gardien de l'équipe première professionnelle.
Le hasard fait que finalement, il n'est plus possible de signer un contrat amateur. Et donc, il signe son premier contrat pro, qui n'était pas prévu. Finalement, petit à petit, ce joueur est passé de troisième gardien à deuxième gardien, de deuxième gardien à premier gardien. Il y a eu plusieurs transferts par la suite. Et aujourd'hui, ce joueur va commencer dans 15 jours la saison de Ligue 1 et elle va pas sa première saison de Ligue 1. Mais comme quoi, et c'est important pour tous les sportifs qui peuvent te regarder, il faut toujours croire en soi. Et c'est l'image la plus évidente qu'il faut garder en tête. Un joueur pour lequel le club qui l'a formé n'aurait jamais misé sur lui. Aujourd'hui, il a déjoué tous les standards. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1. Et effectivement, son club formateur ne lui ayant pas fait confiance, son club formateur s'est aussi privé d'indemnités, de transfert ou autre, parce qu'il n'a jamais compté sur lui sur l'équipe première. Et ça n'est pas un cas isolé. Et j'ai encore un autre cas en tête, d'un joueur avec lequel je suis intervenu avant qu'il signe son premier contrat professionnel. Il m'avait confié la défense de ses intérêts pour pouvoir négocier ce premier contrat professionnel qui n'a jamais eu lieu. Lui avait eu la chance de faire un match, dernière journée de championnat, c'était la 37e journée. Il est titulaire, il fait un bon match. Le club perd 1-0, son poste est défenseur central. Il ne fait pas part d'erreur particulière, mais pour autant, le club ne décide pas de lui faire signer ce contrat professionnel. Pour moi, une aberration totale. Je savais que ce joueur était pour autant suivi. Ça n'avait pas suffi pour que son club actuel lui propose ce contrat professionnel, et je suis persuadé qu'il avait tout pour s'épanouir dans le club qu'il avait fait grandir au fur et à mesure des années. Il est donc parti libre. J'avais obtenu un accord qui avait été compliqué à obtenir du club dont il était encore sous contrat jusqu'au 30 juin. Un contrat n'est pas un contrat professionnel. J'ai envoyé le joueur en stage une semaine à la Real Sociedad, qui le suivait déjà depuis très longtemps, même avant de mon intervention. Au bout de 2 jours, le recruteur de la Real Sociedad, qui était présent sur place et qui était à l'origine de sa venue, me dit « David, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le stage, on a l'essai qu'on lui propose, on veut le signer, on veut faire ça vite. Viens à San Sébastien, quand est-ce que tu peux venir ?» Le lendemain, j'étais à San Sébastien. Effectivement, le joueur a signé son premier contrat. Ça n'était pas un contrat professionnel, c'était un contrat en Espagne, donc un peu plus espagnol, dans la Sociedad. C'est des contrats, il peut y avoir soit contrat professionnel, totalement professionnel, et tu ne peux jouer qu'avec l'équipe première, soit un contrat qui est un peu ambivalent et qui te permet aussi de jouer avec l'équipe réserve. Le joueur a besoin de jouer avec l'équipe réserve. Et aujourd'hui, ce joueur est toujours à la Real Sociedad. Ce joueur est titulaire indiscutable en défense centrale. Il n'a pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France, il a donc fait le choix de la sélection espagnole. Il vient de gagner la Ligue des Nations. Et il a la nationalité. Il a la nationalité française et la nationalité espagnole, effectivement. Il a choisi de jouer pour l'équipe nationale d'Espagne. Okay. C'est Robin Le Normand. Encore aujourd'hui, défrait la chronique en Espagne. Il a un potentiel exceptionnel, l'avenir encore devant lui. Et effectivement, c'est là où tu te rends compte qu'un club comme... C'était aussi le Stade Brestois. Que le Stade Brestois n'a pas compté sur lui et qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un joueur qui est valorisé plusieurs dizaines de millions d'euros. Évidemment, Stade Brestois. Donc voilà, c'était 2 exemples, mais qui, je pourrais en donner sur tout un tas de clubs. Et c'est pour ça, toujours croire en soi, ne jamais baisser les bras. Et quand on sait qu'on a des capacités, quand on sait qu'on peut aller haut, surtout ne pas s'arrêter aux obstacles qu'on pourrait vous poser sur votre chemin. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup de choses dans les 2 anecdotes que tu viens de me dire. Il faut rebondir. La première, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être un joueur pro pour avoir besoin d'un avocat sportif. Exactement, toi. Exactement. La deuxième, c'est au moment où tu signes ce premier contrat pro, le gardien qui était ton premier client, est-ce que toi, tu te sens légitime d'un coup de passer à un contrat pro avec des clubs? Est-ce que direct, tu t'es senti prêt? Ou est-ce que, quelque part, tu navigues un peu à flot? Parce qu'en fait, le problème des contrats, c'est que c'est souvent à l'aveugle. C'est un milieu qui me perd opaque. Et je pense qu'il fait la force aussi quelqu'un qui arrive, tu me dis si je me trompe pour faire négocier des bons contrats, c'est qu'en fait, tu en as tellement fait, tu as tellement d'expérience en moment que tu sais un petit peu ce que tu peux attendre du marché. Mais quand tu débarques, moi je le vois aussi à un petit niveau, ou quand tu discutes avec des marques et que si tu ne parles pas entre créateurs et si les footballeurs peut-être se parlent pas entre eux, peut-être que tu as à côté de toi, tu as un mec qui prend 1 million, j'ai n'importe quoi, et un autre qui prend 100 000, et tu te dis, mais attends, moi aussi j'aurais pu prétendre 1 million, ben oui, mais je savais pas. Et donc toi, à un moment où tu rentres dans ce milieu-là, est-ce que tu te sens légitime ou est-ce que tu as dû faire tes armes et apprendre peut-être au début,
Tu disais, bah merde, j'ai signé un contrat, on aurait pu gratter peut-être, je sais pas, 20 000 de plus, et au final, parce que je savais pas tel ou tel truc, on avait que ça. Est-ce que c'était un peu ça votre idée? Ta réflexion est très intéressante. Alors effectivement, quand tu débutes, hein, comme dans toute activité, la vraie difficulté, c'est que tu n'es pas forcément aussi armé que quand tu as négocié des contrats et que tu connais d'autant plus le secteur professionnel dans lequel tu travailles. Pour être le plus armé pour négocier dans un club, effectivement, il faut connaître le club, il faut connaître la grille salariale, il faut savoir qu'est-ce qui est donné aux meilleurs joueurs, qu'est-ce qui est habituellement donné poste par poste, et c'est dans ces conditions-là où tu es le plus armé pour pouvoir négocier, de savoir si le contrat que le club te propose est en adéquation avec la grille salariale, parce que dans chaque club, il y a effectivement une grille salariale. Et c'est ça qui te permet de savoir si effectivement la proposition est bonne. Concernant le premier contrat que j'ai signé, effectivement, je n'avais pas ce recul, je n'avais pas ce retour, mais à ma décharge, ça n'était pas un joueur cadre qui me demandait d'intervenir pour lui. C'était déjà, et comme je te l'ai dit, l'histoire était belle, fabuleux que ce soit un premier contrat pro, et le joueur en avait parfaitement conscience. Donc, pour ne rien te cacher, la proposition qui avait été faite pour ce contrat amateur initial était d'un montant faible, mais sur le moment suffisamment importante pour le joueur qui permettait pour la première fois de pouvoir vivre de ce sport. Pour le club professionnel, comme il nous proposait un premier contrat pro, la question était très simple. Le club était même obligé de nous proposer un peu plus que le contrat amateur, pour la bonne et simple raison, c'est que le salaire minimal de base proposé en Ligue 2 était un peu plus supérieur que le contrat amateur qui était proposé. Dans ces cas-là, effectivement, le joueur était totalement gagnant. La joie de se dire, ça y est, je rentre dans le milieu professionnel, j'ai un contrat pro, parce que psychologiquement, pour les joueurs, c'est pas la même chose. On parle de troisième gardien, mais troisième gardien amateur, troisième gardien avec un premier contrat pro, contrat que d'un an, hein, donc effectivement, c'est pas sécurisant, assez précaire, hein, la nécessité de devoir faire ses preuves, et dans ces cas-là, la difficulté pour moi était quand même moindre, même pour une première discussion, parce qu'effectivement, il s'en sortait gagnant, il était très content. Le fait déjà d'avoir été en mesure de lui permettre de signer ce premier contrat pro dans un club alors qu'il se trouvait tellement démuni, je pense qu'il était très content et il était très content. Et c'est ce qui est à la base de sa carrière. Aujourd'hui, la carrière qu'il fait, j'y suis pour rien. C'est un joueur qui a de très belles compétences que moi, j'avais vues. Mais il est vrai qu'il ne pourrait pas être là où il est aujourd'hui si on n'avait pas pu signer ce premier contrat pro dans ce club-là. Parce que c'est toujours plus compliqué. On en voit des belles histoires où dans les rangs amateurs, ça grimpe. Une belle prestation en Coupe de France, il signe le premier contrat pro, mais c'est très aléatoire. Ça me prend parfois beaucoup plus de temps. Et c'est des petits détails, parfois des coups de pouce du hasard qui font qu'effectivement les carrières sont belles ou alors qu'elles ne se font pas. Le deuxième truc qui m'a fait rebondir aussi, c'est que du coup, tu vas signer un contrat en Espagne pour le coup. Est-ce qu'au niveau du droit, c'est différent? Donc, quand tu discutes avec un club espagnol par rapport à un club français, comment toi, tu peux te donner un date? Effectivement, le droit est différent dans chacun des pays où le sport a vocation à s'appliquer. Donc, tu le sais, il y a des institutions tutélaires en général qui peuvent être la FIFA, l'UEFA. Et effectivement, chaque ligue professionnelle a sa propre compétence en termes de règles. En France, c'est la Ligue de football professionnel, la LFP. En Espagne, c'est la Liga. Et effectivement, les règles qui doivent s'appliquer de manière non dérogatoire, ce sont les règles habituelles du Code du travail. Et en France ou en Espagne, ce ne sont pas les mêmes. Et justement, la force que je pense pouvoir avoir pour les différents pays dans lesquels mes clients actuels ou de futurs clients seraient en mesure de me confier leur intérêt, c'est que je ne travaille pas dans un système cloisonné. Hein. Okay. Tout à l'heure, je te l'ai dit, avec l'équipe Jurisquad du cabinet que j'ai constitué avec mes 3 autres associés, où on intervient sur l'extra-sportif en France sans aucun problème. Pour le sportif, en revanche, je suis dans une dynamique qui n'a pas de frontières. Okay. Donc j'interviens avec des professionnels du droit qui sont comme moi avocats, mais avocats dans chacun des pays dans lesquels on peut trouver une ligue de football professionnelle. J'ai l'habitude de rencontrer dans des colloques internationaux des avocats qui font partie d'une association, l'Association internationale des avocats du football. Le dernier événement a eu lieu à Rio au mois d'octobre dernier, où effectivement on a l'habitude d'échanger, de faire des présentations importantes sur l'évolution
qui peut se passer au niveau juridique dans chacun des pays, toutes les évolutions que la FIFA ou l'UEFA peut présenter. Effectivement, ça nous permet à tous d'être forts et de pouvoir interagir ensemble. Quand j'ai un client qui se doit de signer en Espagne, inévitablement, j'interviens et je sollicite l'expertise et l'intervention d'un de mes confrères avocats spécialisés dans le football, qui est espagnol. C'est une association très forte parce qu'effectivement, je pense faire partie évidemment des plus petits de tous ces avocats qui interviennent, mais il y a les meilleurs avocats au monde en matière de football. D'accord. Juan Dios de Crespo, qui est une sommité en Espagne et qui intervient. Est-ce que c'est en collaboratif ou vous entraînez entre vous? Ou parfois, c'est un peu compliqué la compétition? Non, c'est vraiment collaboratif. C'est vraiment Moi, des joueurs qui s'entendent pas ou des clubs, tu vois. c'est vraiment collaboratif. Alors effectivement, particularité parmi ces avocats, certains sont avocats de club. Donc effectivement, tu sais que dans la négociation, tu les auras de l'autre côté. Donc évidemment, ils ne peuvent pas intervenir. Mais pour te donner un exemple, et ça fait partie des avocats internationaux qui sont très connus, Marcos Mota, qui est l'avocat de Neymar, de Vinicius Junior, de tous les joueurs brésiliens qui sont aujourd'hui en Europe, effectivement, s'il y a un lien avec le Brésil, inévitablement, est-ce que je fais appel à lui? Et inversement, certains de ces avocats, quand il y a un dossier pour l'un de leurs clients qui se fait en France, qui eux demandent d'intervenir avec eux, ça m'a permis effectivement d'intervenir pour des joueurs exceptionnels et de renommée internationale, de pouvoir en revanche bien sécuriser toute la législation française par rapport au transfert envisagé et les négociations du contrat de travail. Donc c'est collaboratif. Je voulais, tant qu'on est en train de parler des transferts de joueurs à l'international, des contrats de joueurs, il y a beaucoup de gens qui disent, et surtout maintenant, des contrats de joueurs, ça atteint des montants faramineux. Je pense que tu es bien placé du coup pour en savoir, parce que tu vois derrière des quiz. C'est quoi ton avis du coup, toi, sur la rémunération des footballeurs ou des sportifs en général? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est mérité? En sachant que forcément tu es dedans, et on va aller savoir ce que toi tu as. Alors, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, que pour beaucoup de personnes mettent sur le terrain public. Effectivement, les sommes dont on entend parler dans les médias sont toujours des sommes pharaoniques. Neymar, Mbappé, Messi, depuis l'arrivée du Paris Saint-Germain, avec sa direction qatari, effectivement, on a dépassé des sphères très très importantes. Pour répondre à ça, je pense qu'il faut analyser plusieurs éléments. Premier élément, effectivement, on parle de sport professionnel. Il est vrai que tous les sports ne sont pas égaux en matière de rémunération. Il y a des sports extrêmement exigeants qui sont très peu rémunérés. Effectivement, là, il n'y a pas de logique. Et c'est véritablement malheureux pour tous les efforts que font ces sportifs quand on prend de sport à sport les rémunérations totalement inégalitaires. Mais pour parler du football et des autres sports, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle vraiment de l'excellence de la discipline dont il est question, et qu'on parle des meilleurs. Dans le football, on parle des joueurs qui sont aujourd'hui professionnels, le nombre de pratiquants est exorbitant, ceux qui arrivent à en sortir est véritablement minime, les centres de formation sont remplis à ras-bord, et remplis de joueurs qui sont formatés depuis le plus jeune âge pour devenir footballeurs professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont tous rentrés dans ce centre de formation pour devenir footballeurs. Ils sont 20, ils sont 30 par équipe, et en réalité, il en restera un ou deux qui deviendront véritablement footballeurs professionnels, et tous les autres, on n'en parle pas, ils vont devoir se reformer parce qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose, et c'est toute la difficulté. C'est peut-être en ce sens-là que, parce qu'on parle de l'excellence, effectivement, ça justifie une rémunération importante. Une rémunération qui aboutit à ces sommets-là, pas forcément, effectivement, mais on est dans une économie de marché où, dans ce sport-là, ces sommes qui sont ingurgitées dans la sphère du football, mais sont des sommes qui existent. On est dans l'offre et la demande, et qu'effectivement, on en arrive à des sommes qui sont très très importantes. Donc cette économie de marché fonctionne pour le moment. Pour combien de temps, je ne sais pas. On voit certaines difficultés qui apparaissent, où les clubs dépensent beaucoup trop par rapport aux revenus qu'ils ont. Le fair play financier est venu normalement obliger les clubs à ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent. On a vu il y a quelques jours le club de Sochaux, qui est un club de Ligue 2, qui a été rétrogradé administrativement à national parce qu'il n'a pas rempli les critères de la DNCG.
le futur repreneur qui s'était déclaré, le petit-fils de M. Peugeot, qui est à l'origine de la création de ce club, a présenté une offre de reprise. Il passait devant le CNOSF hier pour essayer de faire pencher la balance et permettre la réintégration du club en Ligue 2. Ça a été refusé. Ah ouais. Tout ça, effectivement, montre que le football parfois marche sur la tête et qu'effectivement, l'argent peut parfois rendre fou. Bordeaux a eu quelques difficultés également l'année dernière. Heureusement, le club a pu se maintenir en championnat professionnel de deuxième division aussi, mais c'est pas simple. Donc, ces sommes importantes, oui, elles existent. Elles sont parfois plus importantes dans d'autres sports, en NBA, en basket. Est-ce qu'elles sont justifiées? Pour moi, qui est la réponse, effectivement, elles existent, mais elles sont véritablement là pour valoriser une compétence qui excelle dans une économie de marché qui répond véritablement à l'offre et à la demande. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être avocat, beaucoup plus facile d'être médecin que d'être sportif professionnel. Et au-delà de ça, il y a même une question de qu'est-ce que le joueur te rapporte aussi financièrement. Si les clubs ils dépensent autant, par l'exemple de Messi à Miami, avant que Messi aille à Miami, personne ne parlait de l'équipe et encore moins du football en général dans ce pays. Et tu regardais, ils avaient comparé, j'ai vu ça passer, un graphe des recherches sur Google de l'équipe de Miami, genre en football, avant et après le transfert de Messi. Et tu vois qu'après le transfert du Messi, surtout après le coup franc, tu vois le graphe, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc c'est sûr qu'un joueur qui a une telle puissance médiatique et qui va te ramener des gens dans le stade, ça veut dire maintenant, tu vois les plus gros stars, Kim Kardashian, les machins qui viennent au match de foot, alors qu'avant c'était inconcevable. C'est sûr que après, les gens vont te dire, le problème c'est les gens vont te dire, oui, mais à partir de combien de millions, en fait, t'as plus besoin, et que voilà, mais c'est sûr que, comme je me dis, c'est une joie de marché. Et de toute façon, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que s'ils sont payés autant, c'est parce que vous regardez les matchs et que vous allez au stade. Donc, si tu veux que soit moins payé, arrêtez de regarder la télé et arrêtez de... Simplement, les droits télé, la diffusion des matchs, c'est ce qui permet effectivement de valoriser tout ça. Donc, effectivement, le public, le merchandising, Messi, tu me disais, au Paris Saint-Germain. Messi a été pris effectivement pour un intérêt sportif indéniable, dont certains diront qu'il n'a pas porté ses fruits sur le plan sportif, mais sur le plan économique, c'était royal pour le PSG. Ça a été un succès. Le nombre de maillots vendus, le nombre de partenariats qui ont été engrangés suite à la signature de Messi, des partenariats internationaux évidemment, parce que quand on a Messi dans son équipe, on ne parle pas franco-français, on parle évidemment à l'international. L'Inter Miami, c'est exactement ça. Ils ont fait une proposition pharaonique, tout en sachant qu'effectivement, cette proposition allait pouvoir être amortie grâce à tout ça. Messi va même, d'après ce que j'ai compris, devenir actionnaire du club de Miami, avec David Beckham et George Emas. Et effectivement, c'est une sacrée opération pour ce club-là, qui est dernier du championnat de MLS. Ah oui, je sais même pas ça. Ils sont derniers, effectivement, qui a recruté de nombreux joueurs, mais qui est là pour véritablement... essayer d'exister dans ce championnat nord-américain, une équipe nouvellement créée. Alors, je pense qu'elle a été créée en 2018. Elle n'existait pas. Là, pour le coup, ça va pas être une rentabilité avec les places vendues dans le stade, parce que le stade se situe à 50 km à Fort Lauderdale, un stade qui n'est pas définitif et qui doit pas avoir plus de 25 000 places. Mais en revanche, un sacré coup média, com et financier pour tous les sportifs. Tu as dit, toutes les vedettes. Pour les matchs, j'ai regardé effectivement les images de la vraie revue. DJ Khaled, Kim Kardashian, LeBron James, toutes les plus grandes stars des États-Unis ont voulu venir acclamer un joueur d'un sport qui, pour eux, est malgré tout mineur. Et qu'est-ce que tu penses des joueurs qui maintenant dépassent le sport? Quand tu vois que Messi va prendre des parts dans l'équipe, il a des pourcentages sur les ventes de maillots, il y a le contrat aussi de Michael Jordan qui, je sais pas si tu as vu le documentaire. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Il est super et tu vois qu'en fait, ce qu'il gagne avec son contrat avec Jordan, c'est je sais pas combien de fois plus que ce qu'il a gagné dans toute sa carrière de NBA. Qu'est-ce que tu penses de ces sportifs-là qui quelque part transforment leur sport? Est-ce que tu penses que... Parce que moi, ce que j'ai peur, ce que j'ai vu aussi, c'est que certains craignent que du coup, tu auras un très petit nombre de joueurs qui vont sur tous les revenus vont se concentrer. Et au final, ça va diminuer aussi un petit peu les revenus des autres joueurs qui sont peut-être moins importants. Est-ce que tu penses du coup que c'est une bonne chose que tous ces joueurs deviennent quelque part plus grands que leur équipe, plus grands que leur sport, ou qu'au contraire, ça va aller dans des dérives et qu'au final... Aujourd'hui, on le voit dans le foot, c'était Cristiano Ronaldo, Messi, effectivement, le nombre de followers sur Instagram, Twitter et compagnie sont plus importants que le club dans lequel il joue. Et tu vois que... on prend l'exemple de Messi.
Messi a quitté le PSG, tu as tout un tas de followers qui font partie du compte de l'équipe, qui sont par contre allés sur le compte de la nouvelle équipe. Les joueurs forts, pour moi, c'est important, des joueurs qui ont une aura comme ça, parce que ça permet quand même de véhiculer au plus haut niveau le football, ou le sport dans lequel ils évoluent. Donc c'est très important, ça a toujours existé, et c'est ce qui permet de faire rêver les gens, rêver les enfants, et c'est très important. Est-ce que d'avoir ces sportifs-là, est-ce que ça appauvrit les autres ? J'en suis pas certain, parce qu'en réalité, tous les joueurs qu'on pourrait vulgairement considérer de joueurs moyens du sport professionnel en question sont de toute façon des joueurs qui ne seraient pas sponsorisés de la même façon. Moi, je le vois en matière de football. Seuls les joueurs de haut niveau et à des postes bien particuliers sont en mesure de prétendre à des contrats financiers importants pour porter les marques équipementiers. Aujourd'hui, les marques ne donnent plus comme on avait pu connaître à un moment donné. Tiens, je te file tout un tas de paires de crampons pour que tu les portes. Les marques n'en ont plus besoin. Les marques ne le font pas. Elles préfèrent sponsoriser peu de sportifs, mais les sponsoriser bien. Faire leurs propres chaussures. Comme tu l'as dit, c'est ça. Comme dans le... Là, c'est la démarche la plus absolue avec Air Jordan et une marque spécifiquement créée. Mais on le voit effectivement avec certains sportifs. On développe des gammes propres aux sportifs. Kylian Mbappé a son propre domaine chez son équipementier. Paul Pogba aussi. Et effectivement, c'est là où les marques ont raison. Je pense que si elles veulent fidéliser un sportif, c'est pas que du financier. Ces sportifs-là sont déjà à l'abri du besoin grâce au contrat qu'ils ont signé dans le cadre de leur sport. Ils ont besoin d'exister et d'appréhender la marque et de pouvoir être associés au développement de ces marques-là avec les convictions qu'elles ont. Mais tu vois, par exemple, Mbappé, j'ai vu que là, pour le Real, il demandait 225 millions. Et tu vois, j'ai l'impression que... Alors après, je sais pas exactement, tu pourras plus me dire sur le football. Il y a par exemple, je suis plus sport américain, mais NBA notamment, et peut-être la NFL aussi, où tu as une histoire de salary cap. Et souvent, tu as des très gros joueurs, je pense notamment à Tom Brady et d'autres, qui vont me dire au club, alors je préfère prendre moins du club, parce que de toute façon, si j'ai tous ces sponsors et j'ai plus besoin, pour qu'on puisse recruter d'autres joueurs et qu'après on puisse gagner des titres. J'ai l'impression qu'au foot, il y a beaucoup moins ça, tu vois, et que les joueurs veulent juste le plus gros contrat, pas parce qu'ils ont besoin d'argent, mais parce que pour dire, tu vois, je suis le meilleur joueur, on m'a proposé tant, et c'est moi le plus gros contrat, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a cette surenchère au plus gros contrat, juste pour dire, bah, je suis le meilleur joueur parce qu'on m'a proposé le meilleur contrat, et qu'au final, il se sacrifie pas autant que peut faire un Brady ou quoi, pour l'équipe, pour peut-être pouvoir amener plus de plus gros joueurs et gagner. Mais enfin, peut-être qu'il y a peut-être pas ça, je sais pas, au foot. Exactement, il n'y a pas de salary cap dans le football. Le salary cap existe en MLS, comme on en parlait aux États-Unis, où certains joueurs peuvent être hors salary cap. Il y a un nombre très limité de ces joueurs-là, mais les autres, effectivement, il faut ne pas être au-dessus du plafond. Mais ce que tu as dit, ça existe quand même dans le football, même européen, et même dans les gros clubs dont il est question, parce que un footballeur, effectivement, un sportif, il veut que tu négocies ses intérêts. Ouais. Son intérêt, effectivement, il est sportif, il est aussi financier. Mais pour que cet intérêt reste sportif, une carrière, on le disait tout à l'heure, que ça peut être très court par rapport à la carrière de quelqu'un qui n'est pas dans le sport et qui se doit de travailler au quotidien. Un sportif, bon, ben, ça dure ces jeunes années, entre guillemets. Et donc, dans ces conditions-là, pour autant, c'est plusieurs années à exercer. Et il se doit d'être compétitif pour pouvoir effectivement avoir une ascension au niveau de sa carrière. Pour pouvoir être compétitif, le sport du football se joue à 11, il est nécessaire d'avoir une équipe compétitive. Si tu as un top joueur et une équipe devra casser par la suite, tu ne peux pas avoir de résultats, tu ne peux pas gagner des titres. Et dans ces cas-là, ben, ton propre niveau n'est pas mis en valeur et tu ne peux pas exceller dans une équipe avec 10 joueurs qui n'en valent pas le coup. Donc, inévitablement, les clubs, en tout cas, se doivent de permettre cette alchimie et les joueurs top players le savent qu'il faut effectivement permettre au club de pouvoir avoir les autres joueurs qui les entourent. Donc très souvent, le joueur pense à son intérêt, mais s'il voit que le club n'a pas les moyens de pouvoir avoir d'autres joueurs ultra compétents à ses côtés, très souvent, ça ne le fait pas. C'est clair. Et puis c'est dommage aussi. En fait, ce qu'on va se rappeler derrière, c'est pas le plus gros chèque que tu as pris pour tel ou tel contrat, c'est combien tu as gagné. Même pas de marée. C'est exactement pas de mauvaise, c'est un des Galsi. Et ce qui, pour beaucoup, a mis le clou dans le cercueil du débat Messi-Ronaldo, c'est du monde en fait. C'est qu'il y en a un qui a gagné du monde et l'autre qui n'a pas gagné. Non, effectivement, c'est difficile de trouver des arguments pour Ronaldo. Mais je me rappelle ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est
c'est parti, c'est pas grave. Oui, si, c'est que du coup, pour tes premiers contrats, il y a une compétence aussi, et ça rejoint le fait que tu disais au début, l'importance de la passion dans le sport que tu choisis quand tu veux travailler avec un sportif, c'est que tu as su être dénicheur de talent un petit peu au début. Tu disais que tu as su voir des talents auxquels même le club formateur n'a pas forcément prêté attention. Quelle autre compétence, du coup, il faut, au-delà d'être passionné, j'imagine peut-être un petit peu aussi par le droit quand même et par le sport, pour être un bon avocat sportif? Alors, effectivement, le fait d'avoir négligé ça, pour autant, ce n'est pas mon métier. Oui, ça, non, mais effectivement, comme tu le dis, c'est la passion, c'est l'attrait pour le sport et à force d'avoir vu des milliers et des milliers de matchs par amour du football. Mais effectivement, pour exercer en tant qu'avocat monétaire sportif, déjà, effectivement, il faut maîtriser sur le bout des doigts les techniques contractuelles. Tu le disais tout à l'heure aussi, pour pouvoir être un bon avocat monétaire sportif, il faut exercer. Parce que quand tu débutes dans cette activité-là, c'est pas avec un jeune joueur qui signe un premier contrat pro et dont on donne une chance pour voir ce que ça peut donner, qu'on va pouvoir avoir un contrat bien ficelé avec des clauses qui seront effectivement avec une vraie technique et une ingéniosité contractuelle. Là où moi je prends beaucoup de plaisir, c'est effectivement de pouvoir intervenir comme avocat de joueurs de renom internationaux. Dans ces cas-là, c'est pas un contrat qui fait 2 pages. Ouais. C'est un contrat qui nécessite des négociations âpres, longues, parfois jusqu'à des heures tardives de la nuit, et avec des clauses qui peuvent avoir des variables très importantes en fonction de petits facteurs. Du nombre de buts marqués, du nombre de minutes jouées, il peut y avoir des détails qui font qu'un contrat peut basculer en cours d'exécution. C'est quoi la plus longue négo que tu as dû faire? La plus longue négo que j'ai pu faire, c'est une négo qui a pu avoir lieu sur plusieurs mois, où effectivement le joueur était intéressé par la proposition n'était pas suffisante au départ, et effectivement le club... Alors, les négos peuvent parfois se faire par téléphone. Là, le club prenait plaisir à me faire venir sur place. Ouais. Ils m'envoyaient l'avion, le chauffeur, j'arrivais au club, on discutait. Et leur volonté, c'était vraiment de pouvoir me mettre en confiance dans l'intérêt de mon client pour pouvoir mettre en confiance le client et que moi, je sois rassuré par rapport à ce qu'il proposait, déjà sur le plan sportif, le plan infrastructure, et ensuite sur le plan de la proposition de la négociation. Le joueur s'est rendu après à plusieurs reprises sur place. Effectivement, le deal a pu effectivement se faire. Mais ça a pris plusieurs mois et aujourd'hui, tout se passe bien. Mais parfois, tu as d'autres deals qui se font en 24 heures. On est dans les derniers jours du mercato. Les différents plans principaux du club n'ont pas pu aboutir. Il se rabattent sur le 3e ou 4e choix qui était fait au poste. Et c'est dans ces conditions-là que la négo commence. Donc, tout peut aller très rapidement ou non, tout dépend de la façon dont travaille le club. Mais en tout cas, moi, un élément d'autre d'attrait pour ce sport et pour cette activité, je te le disais, ça fait des déplacements pour pouvoir aller discuter, et c'est toujours plus agréable, effectivement, de discuter au sein du club. Mais c'est un métier qui m'a permis de beaucoup voyager, chose qui est quand même assez agréable, de toujours revenir à Libourne, ici en Gironde, sur place, et d'avoir le plaisir de partir et de discuter pour le sport. Le football m'a amené de Doha au Qatar à Miami, justement, là où est Messi aujourd'hui, en passant par Rio, par Shanghai en Chine. Négociation, le joueur s'est rendu après à plusieurs reprises sur place. Effectivement, le deal a pu effectivement se faire, mais ça a pris plusieurs mois et aujourd'hui, tout se passe bien. Mais parfois, tu as d'autres deals qui se font en 24 heures. On est dans les derniers jours du mercato. Les différents plans principaux du club n'ont pas pu aboutir. Ils se rabattent sur le 3e ou 4e choix qui était fait au poste. Et c'est dans ces conditions-là que la négo commence. Donc, tout peut aller très rapidement ou non. Tout dépend de la façon dont travaille le club. Mais en tout cas, moi, un élément d'autre d'attrait pour ce sport et pour cette activité, je te le disais, ça fait des déplacements pour pouvoir aller discuter, et c'est toujours plus agréable, effectivement, de discuter au sein du club. Mais c'est un métier qui m'a permis de beaucoup voyager, chose qui est quand même assez agréable, de toujours revenir à Libourne, ici en Gironde, sur place, et d'avoir le plaisir de partir et de discuter pour le sport.
Le football m'a amené de Doha au Qatar à Miami, justement, là où est Messi aujourd'hui, en passant par Rio, par Shanghai en Chine, par à peu près toute l'Europe, et c'est quelque chose de plaisant. En tout cas, moi, j'aime barouder dans l'intérêt de mes clients, c'est quelque chose que je trouve chouette. Comment tu concilies du coup cette vie professionnelle avec ta vie personnelle? Alors effectivement, c'est pas forcément... Il n'y a pas d'équilibre. Non, l'équilibre est quand même à trouver. Pour te donner une petite anecdote, avant d'être avec ma compagne, j'avais l'habitude de ne jamais mettre mon portable en silencieux. Et effectivement, c'était vraiment du H24. Surtout que les joueurs ont tendance... Ouais, exactement. Et puis les joueurs ont tendance à être dispo pour véritablement échanger une fois la nuit tombée. Donc effectivement, au début, c'était un peu compliqué quand le téléphone, pour ma compagne, quand le téléphone bipait avec les messages WhatsApp et compagnie en pleine nuit. Donc depuis maintenant quelques mois, quelques années, le portable est en silencieux une fois que je me longe dans mon lit. Mais effectivement, là, c'est conciliable parce qu'effectivement, les déplacements se font quelques périodes, et puis quand il est possible que je puisse amener ma compagne avec moi dans une destination qui peut être sympa pour elle, pour profiter, et moi, en parallèle, je travaille, et on se retrouve en fin de journée, effectivement, c'est l'idéal aussi. Ouais. Est-ce que tu as un exemple de ce à quoi tu t'attendais, la vie d'avocat sportif, et qui est complètement différent? Ou inversement, un truc auquel tu t'y attendais pas du tout, et... Alors, non, je pense que je m'en été fait une vision générale qui correspond véritablement à la réalité. La seule image négative que je n'avais pas en tête, c'est effectivement de tous les gens qui peuvent parasiter autour des sportifs, qui peuvent peut-être faire croire aux sportifs qui sont là pour eux, dans leur intérêt, qu'en réalité, ils sont là pour parasiter toutes les relations qu'il peut y avoir autour, avec très souvent un intérêt financier qui est caché du joueur. Et c'est ça que je n'avais peut-être pas imaginé en partant dans cette activité-là. Autre élément qui a pu me dérouter aussi, c'est qu'on peut aujourd'hui trouver à tous les coins de rue des gens qui se disent agents sportifs. Alors qu'en réalité, l'avocat est une profession réglementée, il y a toute une déontologie derrière qui est importante et qu'aucune autre profession ne peut avoir. Les agents sportifs se doivent de passer également une licence d'agent, donc il y a un minimum de connaissances qu'ils se doivent d'avoir pour pouvoir intervenir. Mais autour de tout ça, il y a tout un tas d'agents qui se disent parfois il y a de gros revenus en jeu, donc des commissions qui peuvent potentiellement être dans leur intérêt et qui essaient de se mettre en tant qu'intermédiaire mais sans ajouter aucune plus-value. Ou le fameux manager qui est juste le pote aussi. Effectivement, mais qui n'est pas un facilitateur et qui est parfois un véritable obstacle. Le joueur ne le saura jamais, mais parfois, et je l'ai vu dans certains dossiers où ces gens-là s'intercalent alors qu'ils n'ont rien à faire, le club ne fera jamais le dossier du joueur en question à cause de son copain soi-disant bienveillant. Le joueur ne saura pas la réalité parce que son copain ne lui dira pas, mais en réalité, s'il a capoté, c'est uniquement à cause de lui. Donc, on en revient toujours à la même chose, bien être entouré et surtout essayer de tout mettre en œuvre pour que la carrière, pour que les compétences sportives se suffisent avec l'entourage parfaitement compétent qui est autour du sport. Okay, super. Dernière petite question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as une petite anecdote sur, je sais pas, un transfert, un joueur, un petit truc qui t'est arrivé tout le monde ta carrière qui pourrait être sympathique à raconter? Alors, je réfléchis pour pas dévoiler l'identité, mais je te l'ai dit comme ça, les problèmes sur l'identité, un truc fou où j'ai failli me faire baiser. Hein. Ah ouais? Où on me met en relation avec un ami d'un sportif footballeur international français me contacte en m'indiquant qu'effectivement il serait très intéressé pour jouer en Chine, car il avait vu dans certains articles de médias que j'avais pu être l'avocat d'un club chinois. J'étais l'avocat pour des joueurs européens qui effectivement partaient signer là-bas. L'ami du joueur en question te contacte? Exactement, tout à fait, et pour me mettre en relation avec son ami pour négocier un contrat. Donc effectivement, je prends contact avec ce joueur professionnel qui se retrouvait à l'époque sans contrat, qui avait fait les plus grands clubs internationaux européens que l'on peut connaître.
On échange, bon échange. Il me donne les coordonnées de son agent, me disant qu'il allait me rappeler dans pas très longtemps. Effectivement, j'ai son agent, une discussion très compliquée, en parlant de sommes totalement pharaoniques, de plusieurs millions d'euros de commissions pour l'agent sportif, juste de commission, effectivement, mais dans les conditions qui n'étaient déjà effectivement pas possibles. Moi, je relaye tous les éléments déjà pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente salariale par rapport aux joueurs qui réclamaient de très grosses sommes. Le club chinois était à même de proposer ces sommes-là, mais voulait effectivement s'assurer de la faisabilité bancaire de ces sommes pharaoniques sur un contrat de 2 ans. À partir de là, le joueur veut aller très vite, son agent aussi. On est samedi, il faut absolument que tout soit signé avant dimanche. La commission, me dit-il, on s'arrangera, mais au moins qu'on soit d'accord sur le principe, mais que le joueur signe vite. En réalité, la situation me paraît bizarre vis-à-vis de l'époque du championnat chinois et du début du mercato et du championnat. Il n'y avait pas de difficulté particulière. Moi, je décèle une éventuelle difficulté ou un étonnement par rapport à cet empressement qui n'était pas cohérent. Et effectivement, le dimanche soir, annonce au journal de 20h d'un problème très important concernant le sportif et qui l'empêchait de pouvoir exercer la pratique du football pendant plusieurs mois. Ce qui fait qu'effectivement, si le joueur avait signé son contrat avec le club, il aurait été possible que ce joueur soit payé sans pouvoir pratiquer le football pour des faits qui lui étaient reprochés. Donc effectivement, l'empressement de son agent n'était pas dénué d'intérêt, n'était pas dénué de sens. Et effectivement, il lui voit une vocation. À moi de mettre sur une position effectivement délicate, c'est le club comme ça, exactement, encore plus. Et donc effectivement, toujours se méfier, le football, le sport en général, je pense, mais le football sans doute plus. En tout cas, c'est celui que je connais. C'est un métier de requin, il faut faire attention, il faut être armé. Et cette petite anecdote que je te raconte, il y aurait des dizaines et des dizaines. Donc, toujours faire attention, rester sur ses gardes. Et que les sportifs aussi fassent très attention à eux et s'entourent bien. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui dans le football. C'est encore le cas aujourd'hui pour Kylian Mbappé, de nombreux sportifs. Romelu Lukaku, c'est pareil. Et bien d'autres. Ils ont fait le choix de confier la défense de leurs intérêts sportifs, donc de ne plus avoir d'agent sportif, mais d'avoir un avocat pour négocier tous leurs contrats. Ce choix n'est pas anodin, je vais donner 2 noms, mais il y en a de plus en plus, on le voit à chaque mercato, les noms sortent, qui effectivement aujourd'hui, pour être assuré de la négociation, pour être assuré des choses qui se font, ils décident d'avoir un avocat. Les choses sont très claires avec eux. Quand on a un avocat, c'est le client qui paye son avocat, donc on sait combien il était rémunéré et pour quelle mission. Quand c'est le club, ça pose toujours une difficulté. Il est payé par le club, il négocie pour moi. Est-ce qu'il négocie vraiment dans mon intérêt ? Et est-ce qu'il ne négocie pas dans l'intérêt du club parce qu'effectivement, lui, il a vocation à travailler avec ce club. Donc, garder son esprit critique, c'est le plus important pour les sportifs. On va travailler dans ce monde difficile. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver du coup Effectivement, sans difficulté, j'ai un Instagram sur lequel ils peuvent me suivre avec plaisir. On a notre site internet Jury Squad aussi, où il y a tous nos coordonnées pour pouvoir effectivement nous contacter s'ils veulent simplement échanger de manière informelle sur une difficulté qu'ils peuvent avoir. N'hésitez pas, on échange, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Et puis on peut recevoir des demandes de stage et tout. C'est vrai, sans aucun problème, si je peux y répondre, il n'y a pas de difficulté. Mais effectivement, n'hésitez pas, il vaut mieux prévenir une vraie difficulté. S'il n'y a pas nécessité d'intervenir, nous n'interviendrons pas, mais on peut peut-être vous conseiller et au moins vous rassurer. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir, bisous. Je t'avoir reçu en tout cas. Merci à toi.